partage de valeur, de la valeur, des valeurs. Encore plus fort, ouais, pour faire venir les gens. Donc le sujet de ce matin pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, c'est le partage de valeurs, partage de la et des valeurs, parce que les deux mots vont apparemment bien ensemble. Donc je m'appelle Olaf de Helmer, je suis membre des EDC depuis quelques années, et j'ai eu le plaisir de travailler avec la commission Repère, qui aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens traite en particulier de ce sujet du partage de la valeur, dont on entend parler beaucoup dans le monde de l'entreprise, sujet un peu du jour, et des valeurs dont on entend parler aussi, avec un lien qui n'est pas forcément facile à faire entre les deux. Et je vous propose de faire un petit exercice il se trouve que j'ai eu l'occasion de faire avec d'autres professionnels ou futurs professionnels de l'entreprise pour essayer d'obtenir, de revisiter ce sujet-là. Alors j'ai un petit slide à vous montrer qui est tout simple. L'objectif ce matin, sur ce sujet du partage de valeurs, c'est de partager avec vous, enfin c'est de vous amener, avec un peu de chance, à enrichir la conception des idées qui sont derrière le partage de la valeur ou le partage des valeurs. Avec un petit exercice qui va supposer que vous contribuiez. Ça va être un échange. Je n'ai pas un message à vous diffuser, c'est vraiment un partage. On va essayer d'explorer ensemble ce sujet. Et pour ça, je vais vous poser des petites questions et je vais noter vos réponses sur ce petit truc. Répondez bien, là. Merci Yann. Yann Dugenay, qui contribue à ces sujets-là. Est-ce que ça va tenir? Voilà. Tac. La question qui se pose, c'est la même là que celle qui se trouve sur le petit papier sur lequel je vais noter vos contributions. La question du partage de la valeur, c'est quand on parle de partage de valeur, de quoi s'agit-il? On partage quoi? Et avec qui partagerait-on? Donc, je vous pose la question. Quand on parle de partage de valeur en entreprise, de quoi parle-t-on? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai besoin de vos inputs. Partage de valeur, on parle de quoi? De valeur ajoutée. De la valeur ajoutée. En entreprise. D'accord? Et ça prend quelle forme? C'est quoi la valeur ajoutée? C'est quoi? Rémunération. La valeur ajoutée, c'est de l'argent. C'est de l'argent, ça? C'est la CAF. C'est une question aussi bête qu'on puisse. C'est la CAF de l'entreprise. Donc la valeur ajoutée, c'est de l'argent. C'est de l'argent qui sort de l'entreprise. Première étape, déjà en commun. Hop. Donc on va faire sortir de l'argent de l'entreprise. Donc il s'agit partage de valeur, de partager de l'argent, c'est ça. On va la partager avec qui? Avec les actionnaires. Avec les actionnaires. Tiens, on a des entrepreneurs dans la salle. Bon, ok, on a des actionnaires. Alors je vais le noter en noir parce que ça, j'ai un petit peu de couleur que vous allez retrouver. Merci Yann, c'est génial. On va la partager avec les actionnaires. Avec les banques? Avec les salariés. Oui. Avec les salariés, alors je vais noter les banques. Qui sont un autre acteur autour. Avec les salariés? Voilà. Avec l'État. Bon, avec l'État. Vendu. Les fournisseurs. Avec les fournisseurs. Oui, quand même. Bonne nouvelle. Qui vivent. Merci pour eux. Et aussi les clients. Alors on partage l'argent avec les clients? Oui, on peut partager effectivement. Pas avec les clients. L'argent donc il va aux actionnaires, il va aux banques, c'est ça? Il va à l'État, il va aux salariés, il va aux fournisseurs? Il va au territoire. Il vient d'où? Des Cet clients. argent, Des on clients. partage Les clients. des clients. Donc c'est les clients qui donnent l'argent qui va là-bas. Je vais rajouter les clients. Ils sont sympas les clients. Ils donnent leur argent à tous ces gens-là. C'est cool. Ça vient d'où?
Enfin, c'est bête, hein, c'est juste un... Qu'est-ce qui fait que les clients sont la source de l'argent qu'on donne à tous ces gens-là? La satisfaction d'un besoin. Et alors, la valeur créée par... Merci. Là, le mot est lâché. Donc les clients donnent de l'argent, qu'on disait que c'était de la valeur qu'on donnait à ces gens-là, et eux, ils la donnent. Et ils la donnent parce qu'ils reçoivent de la valeur de la part de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on donne aux clients qui fait qu'ils nous donnent de l'argent? Qui fait qu'ils donnent de l'argent aux autres? Les produits, des services. Les produits, des services. La satisfaction par rapport à leur besoin. Les produits, des services, des choses comme ça. Qui, avec un peu de chance, créent de la satisfaction. Et donc les clients sont-ils contents de donner l'argent contre le produit et le service? Il y a un peu de chance, et c'est ça qui semble créer de la valeur chez eux. C'est ça qu'ils cherchent. Qu'est-ce qui fait qu'on donne de l'argent aux actionnaires? Parce qu'ils ont investi dans la boîte. Parce qu'ils ont investi dans la boîte. Oui, c'était un cours d'économie. Ils ont investi. Donc, les actionnaires, on leur donne de l'argent, mais on ne leur donne pas. On leur donne en échange de l'argent qu'ils nous ont donné avant. Les salariés, pourquoi on leur donne de l'argent? Comment? Par leur travail. Donc ils ont mis du travail, ok. Qu'on retrouve où? Qu'on retrouve dans les produits et les services. Et vous voyez se dessiner un truc que quand je... Alors, on va mettre quelques minutes et il ne s'agit pas de refaire tout le truc. Mais vous voyez que quand on continue et qu'on tire ce fil, on s'aperçoit que chaque partie prenante, hein, c'est un peu le gros mot qu'on utilise, chaque personne, entité qui se retrouve en interaction avec l'entreprise, dans toute entreprise normale, il y a un échange, et que pour chacune des parties prenantes, un client, un actionnaire, un salarié, on peut le faire pour tous les autres, il y a toujours un échange, et avec un peu de chance, cet échange est positif pour la partie prenante en question. Et ça s'appelle de la création de valeur. Quand on crée de la valeur pour l'actionnaire, c'est qu'il est content de recevoir ce qu'il a reçu par rapport à ce qu'il a donné. Quand on crée de la valeur pour le client, c'est parce qu'il est content d'avoir reçu quelque chose qui vaut pour lui plus que ce qu'il a donné en échange. Et quand on... Alors là, je l'ai fait un peu brouillon, je vous l'ai fait au propre là. Merci Yann. Il m'a manqué quand même. Quand on complète ce schéma, ce que j'ai fait à l'avance, c'est pas la première fois que j'ai cet échange, on pourrait l'améliorer, mais voilà une forme où on complète tout ça, on s'aperçoit, on constate qu'une entreprise crée de la valeur pour chacune de ses parties prenantes en lui donnant quelque chose en échange d'autres choses où la partie prenante a l'impression de recevoir plus que ce qu'elle a donné. Et qu'il n'est pas possible de satisfaire une des parties prenantes sans satisfaire les autres, puisque c'est une autre partie prenante qui va lui donner ce qu'elle attend. On ne peut pas... Donc quand on parle de partage de la valeur, la conception qui est derrière classiquement, elle ressemble, enfin elle est plus dans le partage de la plus-value financière qui d'habitude va aux actionnaires et qu'il y en a qui diraient ouais moi j'en voudrais un bout. Donc cette partie cette plus-value financière, on se demande comment la répartir. Mais en fait elle n'est que la toute fin de ce qu'il reste de l'argent que le client a donné à l'entreprise, qui est évidemment, enfin qui est classiquement distribué bien avant aux fournisseurs, aux employés, à l'État, qu'on est gentil de donner de l'argent à l'État. Mais pourquoi une entreprise donne de l'argent à l'État? Parce que c'est obligatoire.
en fait, elle reçoit plein de choses de l'État, l'entreprise. Plein. Directement et indirectement par le financement par l'État de services à la société. Et la société, c'est juste l'ensemble des gens qui y a autour de l'entreprise. Vous voyez que ce petit schéma, ce petit dessin tout simple, nous amène à constater que le sujet de la valeur n'est pas que de la valeur financière, puisqu'il y a plein de parties prenantes qui attendent autre chose que de l'argent de l'entreprise. Il y en a même qui en donnent. Et que même un salarié, un employé, il attend de l'argent, mais pas que. Il attend plein d'autres choses de l'entreprise. Hein. Dans les écoles de production, c'est pas d'abord pour l'argent, c'est pour des compétences, pour etc. Un employé n'attend pas que de l'argent, il attend de la sécurité, il attend... Voilà. Donc vous voyez que ce petit schéma, cette petite modélisation nous permet d'enrichir le débat autour du partage de la valeur pour ne pas, ce serait dommage, le réduire à la question de comment on partage ce qui reste après qu'on a donné l'argent à plein de gens. Comment on génère des flux financiers, comment on se les répartit pour répondre aux besoins et aux attentes de chacune des partenaires, des parties prenantes, et qu'est-ce qu'on donne d'autre qui apporte, qui crée de la valeur aux différentes parties prenantes. Et ce petit modèle est applicable, enfin transposable à n'importe quelle entreprise. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de le faire de très nombreuses fois, pour qu'un dirigeant d'entreprise puisse se rendre compte de l'équilibre dynamique qui est impliqué par ces échanges. L'entreprise, finalement, c'est un endroit qui gère des flux entre des gens qui sont là pour obtenir quelque chose en échange de ce qu'ils détiennent. Et l'équilibre de ces échanges-là fait que tout le monde est plus content après qu'avant. Et que l'entreprise est finalement un merveilleux endroit pour faire du bien à toutes les personnes qui sont autour, en permettant à chacun de donner un truc dont il dispose, mais qui ne peut pas lui servir beaucoup, contre quelque chose dont il a besoin pour vivre. Et qu'on peut voir l'entreprise comme un endroit de coopération. Enfin, c'est pas une vue de l'esprit, c'est comme ça. Alors on peut, je vais m'arrêter là sur ce sujet-là, on peut en tirer, mais enfin, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Pour moi, il me manque une autre partie. Oui. Ce sont les groupes de pression. Il manque les groupes de pression. Ok, on peut les rajouter. Ouais. Parce que le modèle n'est pas fini. Dans le monde agricole, il nous embête un peu. Rajoutons-les. Il y a plein d'acteurs qui n'existent pas. Il y en a qui sont notés, par exemple, il y a l'environnement. L'environnement est rarement un interlocuteur direct. C'est un interacteur, mais pas un interlocuteur. Donc on a toutes les ONG, les défenseurs de l'environnement, qui sont des gens qui ont pris position pour des parties prenantes. Les groupes de pression sont en général des représentants d'acteurs qui tout seuls ne pourraient pas faire valoir leurs envies et qui ont besoin de quelqu'un pour les aider à pousser le truc. Avec qui on ne partage pas forcément les mêmes valeurs. Alors merci, parce qu'avec qui on ne partage pas forcément les mêmes valeurs. J'allais dire même plus, c'est avec qui forcément on ne partage pas les mêmes valeurs, ce qui permet de s'apporter les uns aux autres quelque chose dont l'autre ne dispose pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est obligé de bâtir la stratégie de l'entreprise. On est obligé de bâtir la stratégie de l'entreprise en tenant compte de ces groupes de pression, par exemple. Donc, ce qu'on essaie de montrer à travers ça, c'est que finalement, cette notion de partage des valeurs, ça doit imprégner la stratégie de l'entreprise. Ça doit conduire également la relation avec les différentes parties prenantes pour pouvoir associer les uns ou les autres, ou qu'elles aient un input qui soit plutôt facilitateur du projet de stratégie, en fait. À condition de ne pas avoir des gens sectaires en face.
Pardon, à condition de ne pas avoir de jeunes sectaires. En fait. Oui, tout à fait. Mais on est obligé de faire avec ces gens-là, d'une certaine façon. On est obligé de... Faire avec, on peut faire contre. Bah, oui, ça va être... On choisit de faire avec ou de faire contre. On alterne généralement. Oui, mais par exemple... Mais on ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire ça, ça c'est clair. Quoique... Ah ben, il y a des situations... Pour reprendre l'exemple, est-ce qu'on peut faire sans des gens qu'on voudrait négliger? Pendant très longtemps, on a considéré que la nature et l'environnement, on va prendre et puis on se débrouille. Il se trouve qu'on s'est rendu compte que même la nature et l'environnement, finalement, au bout d'un moment, on a tout intérêt à en tenir compte, parce qu'on en dépend. C'est ça. Donc la vraie question, c'est, de toute façon, si on a un interlocuteur, en tant qu'entreprise, il va falloir faire avec. Est-ce qu'on fait contre? On risque que l'autre ne donne plus ce dont on a besoin. Est-ce qu'on ne peut pas faire avec? Alors il n'y a pas de réponse, mais aux dirigeants, aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, on a une base philosophique, même plus que philosophique, qui est la pensée sociale de l'Église, dans laquelle le mot-clé c'est aimons-nous les uns les autres, quand même. Et c'est le respect de l'homme par le travail. Donc l'attention au plus faible. Donc nous avons une espèce d'envie de nous tourner vers le plus faible et de faire avec l'autre plutôt que contre. Il se trouve que l'expérience montre que quand on se tourne vers l'autre, plus volontiers il viendra vous aider. Et que l'interdépendance qui existe entre les parties prenantes et l'entreprise fait que si on arrive à faire prendre conscience à chacun qu'on est là pour s'aider les uns les autres, s'aimer, bon ok, mais s'aider, au moins, et que chaque interacteur bénéficie d'être respecté avec ses valeurs amies. Je ne suis pas obligé de respecter les valeurs, de partager les valeurs de mes clients, mais je suis obligé de les respecter. Sinon, ils se tourneront vers quelqu'un d'autre. Vous voyez, pour les employés, c'est la même chose. Je peux avoir des employés dans différents pays avec des valeurs différentes. Il vaut mieux faire avec que contre. L'intérêt aussi, c'est de co-construire avec ces différentes parties prenantes, en fait, dans la mesure où on peut les entraîner dans le projet de l'entreprise. Et ça va nous imposer en tant que dirigeants de nous interroger aussi sur quelle est notre relation, par exemple, au pouvoir. Quelle est notre relation à la propriété, si on parle avec les actionnaires ou même avec les salariés, dans le cadre de la partage de la valeur financière, mais également de notre relation à l'argent. À un moment donné, les salariés vont nous dire quelle est l'échelle de valeur de l'entreprise, est-ce que vous, dirigeants, vous intégrez dans cette échelle de valeur, vous y intervenez en tant qu'actionnaire. Voilà, il y a plein de questions qui vont surgir. Et ce qui peut être vraiment intéressant dans le travail qu'on a fait au sein de la Commission européenne des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, c'est de se dire finalement, en tant que dirigeant, comment est-ce qu'on va se situer, comment est-ce qu'on va situer notre entreprise par rapport à cette notion de transparence, dans la mesure du possible, mais c'est également très très important de pouvoir partager sa vision de l'entreprise ou sa vision de l'entreprise dans 10, dans 15 ans avec les actionnaires, avec les salariés et de les faire rentrer dans cette chose-là. Donc comment est-ce qu'on partage cette notion de pouvoir? Comment est-ce qu'on partage également la propriété? Quelle est notre relation en tant qu'entreprise ou même en tant que dirigeant par rapport à est-ce qu'on vit dans la frugalité? Quel est notre seuil de frugalité? Quel est notre seuil de satiété? Comment est-ce qu'on peut se limiter entre ces deux choses? Et quel est notre niveau de satiété, de sobriété, pour reprendre le terme qui est vraiment important? Et donc, une fois qu'on a situé notre niveau de sobriété,
est-ce qu'on peut en faire profiter dans un projet qui dépasse l'entreprise, qui n'est pas forcément celui de l'entreprise. On peut penser à des écoles de production, on peut penser à d'autres projets d'entreprise qui n'ont pas forcément un lien direct économique. Mais comment est-ce qu'on va partager finalement nos valeurs et notre valeur financière avec ces parties prenantes qui sont très externes à l'entreprise? D'accord. Et si on a une partie prenante externe, justement, on vous entend mieux. Si on a une partie prenante externe de type banquier qui vous refuse, le système bancaire, qui refuse l'intégralité des financements pour un développement ou pour sortir une entreprise de la crise. Avec le Covid, on a eu ça. Et on n'a pas pu faire vraiment pression et un certain nombre d'entreprises ont disparu parce que les financements ne pouvaient pas venir ou ne voulaient pas venir. Maintenant, comment vous réagissez derrière? Ou du moins quel type de solidarité vous avez pu mettre en place pour passer ce cap? Parce que nous, on s'est tourné vers la solidarité dans un certain nombre de régions, notamment la mienne, et tout le monde a voté en touche, puisqu'on est obligé, et avec une touche longue. C'est cette partie-là qui est intéressante aussi. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'un entrepreneur dans l'ouest de la France qui, un de ses concurrents a eu un problème technique. En gros, il n'était plus capable de produire. Il a accepté de produire pour ce concurrent à très coûtant, sans faire de marge, pour l'aider à sortir de cette ornière. Donc ça, c'est aussi... Oui, mais parce qu'il doit faire partie de votre philosophie, de votre principe de fonctionnement. Oui, c'était un sujet qui a été débattu en comité exécutif dans cette entreprise. Et forcément, certains pouvaient avoir un avis très différent en disant pas question, on a un coût de production, on a quand même une marge à assurer, c'est la vie de l'entreprise. Mais le résultat est que cette entreprise, des années après, elle était sortie de l'ornière et quand son patron a décidé de vendre, il n'est pas allé voir d'autres personnes, il est venu voir cette société-là. On a effectivement beaucoup d'entreprises qui, notamment au niveau start-up, au niveau... J'ai un exemple concret d'une société qui était innovante et capitalistique, parce que c'était de l'industrie. Quand on cherche des capitaux risqueurs, non, on n'en trouve pas. Quand on cherche des banquiers, malgré tous les gros discours, on ne les trouve pas. Donc il faut se retourner vers la solidarité, vers d'autres entrepreneurs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quel type de réseau de solidarité existe. Ouais. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que vous utilisez le bon mot de solidarité. En fait, quand on se rend compte que l'entreprise a besoin de financement pour nourrir les parties prenantes dont elle dépend, il y a une source classique qui sont les banquiers qui ne cherchent que de l'argent en retour et qui veulent sécuriser ce biais-là. Ont-ils les mêmes valeurs que l'entrepreneur? C'est pas sûr. On l'a dans des mondes dans lesquels les valeurs ne sont pas les mêmes. L'entrepreneur, je voulais arriver à un exemple, c'est qui d'autre que l'entrepreneur ou le comité de direction, finalement les dirigeants, partagerait les mêmes valeurs et serait d'accord de financer. On a vu, vous parliez du Covid, plein d'exemples dans le monde des achats où on a eu beaucoup de réactions de fournisseurs qui étaient d'accord d'aider l'entreprise à surmonter la crise de financement de trésorerie ponctuelle. Parce qu'elles partagent les mêmes valeurs, voire le même intérêt final, qui est de satisfaire les clients finaux. Donc, cette interdépendance permet de passer une crise avec une partie prenante qui jouerait plus le jeu. Il est possible d'en trouver d'autres autour de l'entreprise, chez d'autres parties prenantes. Ça, mais ils n'ont pas forcément joué le jeu, les fournisseurs. Au contraire, ils en ont profité très peu. Je connais des exemples. Ouais, mais moi aussi, je connais plus d'exemples que je suis sûr. Qui n'ont pas suivi que d'exemples. Après, on s'est retourné vers les clients, vers les consommateurs, en disant est-ce que vous continuez à être client de notre entreprise?
malgré le fait qu'on va devoir augmenter suite à des fournisseurs qui fournissent à des prix qu'on doit suivre. Mais pareil, les clients ils ont dit, on vit dans un petit monde et on va s'adresser aux Chinois. Alors, j'ai eu à titre personnel un cas opposé, effectivement, de clients qui avaient fait précédemment le choix de travailler avec certaines autres entreprises et qui sont revenus vers nous en disant ce que votre savoir-faire est important, on ne veut pas que ça s'arrête, donc on revient vers vous, même si vous êtes plus cher. Comment le développer, ce système ?